Novembre 2013 à Paris. Un tireur fou rôde dans la capitale et ouvre le feu dans différentes rédactions. Je tombe sur un homme qui arrive à 2 mètres de moi à peu près et qui me met en joue, qui actionne un fusil une première fois, puis une deuxième fois. Je prends l'ascenseur du journal et l'ascenseur tombe juste sur la réception de Libération. Lionel me dit « Casse-toi, casse-toi, il y a eu un attentat, on nous a tiré dessus, on ne sait pas où est le tueur ». C'est complètement surréaliste. On ne s'attend pas à croiser quelqu'un avec une arme à la main dans des locaux d'une chaîne de télévision. Tous les effectifs de police parisiens sont mobilisés avec un seul objectif, retrouver cet homme avant qu'il ne passe à l'acte à nouveau. On est en 2013, on est juste 1 an après Mohamed Merah à Toulouse, et on se dit pourvu qu'on n'ait pas un deuxième Mohamed Merah en liberté dans Paris. Cet homme devient l'homme le plus recherché à ce moment-là, et puis il est en fuite. Et donc, potentiellement, il peut tirer ailleurs sur d'autres personnes. Nuit et jour, les enquêteurs vont travailler sans relâche, en multipliant les investigations. On peut arriver n'importe quand, n'importe où, il faut vite interpeller ce bonhomme. Donc oui, là on se dit qu'il y a un réel danger, une réelle difficulté. Notre vraie préoccupation, c'est de mettre fin à ces agissements, c'est-à-dire de l'arrêter. Pour retrouver le tireur, les policiers parisiens vont se lancer dans une véritable course contre la montre. Vendredi 15 novembre 2013, 3e district de police judiciaire à Paris dans le 14e arrondissement. Le commissaire Patrick Ivars est de permanence. Il est 7h35 lorsqu'il reçoit un appel téléphonique de sa supérieure hiérarchique. Elle me dit « Patrick, il faut que tu ailles sur place dans les locaux de BFM parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Quelqu'un est arrivé avec une arme et c'est très très confus. » Alors je passe un coup de fil à ma permanence de nuit. On a 2 fonctionnaires de police qui sont de permanence de 20h le soir jusqu'au lendemain matin 9h. Les 3 hommes se rendent immédiatement dans le 15e arrondissement de la capitale, où se situent les locaux de la chaîne BFM TV. Quand on arrive dans les locaux de BFM TV, c'est la confusion la plus totale, quoi. Il y a des gens qui vont d'un côté à l'autre, qui sont un peu choqués par ce qui se passe, et puis ils discutent entre eux. Et le travail qui était le mien, c'était d'arriver à poser la situation et de savoir ce qui s'était produit. On essaie de savoir qui a vu quoi, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des victimes, est-ce qu'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés ou pas. 3 témoins ont assisté à la scène. Parmi eux, Philippe Antoine, rédacteur en chef. Moi, j'arrive très normalement au travail. Je crois qu'il est 7h moins le quart du matin, à peu près comme tous les jours. Et puis, je descends les escaliers, je passe le portique, je récupère mes journaux, comme tous les jours. Et à ce moment-là, je vois quelqu'un qui descend des escaliers en marchant rapidement, qui est habillé différemment, et puis surtout, qui porte quelque chose avec lui. Je lève le regard et je tombe sur un homme qui arrive à 2 mètres de moi à peu près et qui me met en joue, qui actionne un fusil une première fois, puis une deuxième fois. Il me vise, ça c'est très clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça dure, je sais pas, à peu près 10 secondes, donc c'est très 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 rapide. Après avoir tenté de tuer Philippe Antoine, l'assaillant prend la fuite. Et en discutant avec l'officier de sécurité, avec Benjamin Dubois, qui est aussi de BFM TV, et qui était dans le couloir à ce moment-là sur ma gauche, ils me disent tous les deux qu'ils ont entendu quelque chose comme « La prochaine fois, je ne vous raterai pas ». Voilà. C'est complètement surréaliste. On vit dans un monde où il n'est pas normal de croiser quelqu'un avec un fusil à pompe, quoi. Donc on ne s'attend pas à croiser quelqu'un avec une arme à la main dans des locaux d'une chaîne de télévision. Je suis loin de penser que un vendredi matin, quelqu'un va venir essayer de vous tirer dessus alors que vous prenez votre service au travail. Donc, sur le moment même, je ne réalise pas tout ça. Dans le hall de la chaîne, 2 cartouches de chasse non percutées sont retrouvées sur le sol. Ces munitions-là, pour nous, sont très intéressantes parce qu'on se dit on aura peut-être une trace papillaire ou pour le moins de l'ADN. Donc c'est toujours quelque chose de fondamental dans une enquête de police. La priorité, c'est de les placer sous scellé, donc ça c'est le travail de l'enquêteur. Et ensuite, c'est de l'envoyer pour analyse donc dans les laboratoires de police technique et scientifique pour faire les recherches de traces et indices.
Les enquêteurs parisiens le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour la police judiciaire, le compte à rebours est lancé. Vendredi 15 novembre 2013, jour 1, première heure d'enquête. Il est 9h tapante quand l'enquête débute. La priorité pour le commissaire Patrick Ivars est d'étudier les images de vidéosurveillance. On voit l'individu qui rentre dans les lieux, qui a son fusil, qui descend, il n'a pas l'air d'hésiter, il va tout droit, il va jusqu'au comptoir. Il a l'air normal, non bien sûr que non, parce qu'il a un fusil entre les mains, donc ça c'est pas très normal bien sûr. Mais il a pas l'air d'être complètement perdu. Il a une casquette sur la tête, il a des lunettes de soleil, il a une sorte de doudoune sans manches, habillé plutôt de sombre, un sac en bandoulière. Rien ne permet d'identifier formellement le suspect. Mais très vite, Patrick Ivars a le sentiment que l'homme n'était pas préparé. Un fusil à pompe, quand vous actionnez la pompe, vous faites monter une munition dans la chambre. Le problème, c'est que si vous en avez déjà une, ça éjecte celle qui était déjà présente. Et c'est ce qui s'est produit. Et il recommence. Il a un incident de tir, visiblement, il y a quelque chose qui se passe pas comme il a envie. Il recommence, il éjecte une deuxième munition, et après, il s'en va. Il faut bien voir les choses. Vous allez au travail, c'est un jour banal, et puis vous vous retrouvez avec un type avec un fusil à pompe, et vous vous dites, mais j'ai failli me faire descendre. C'est quand même pas banal, quoi. On pense que cette personne-là avait vraiment l'intention de tirer sur un journaliste. Une enquête préliminaire pour tentative d'homicide est ouverte par le parquet de Paris. Quand on commence une enquête qui est qualifiée de tentative d'homicide sur des journalistes dans des locaux d'une chaîne de télévision, on n'a pas intérêt à se louper déjà. Et puis on se dit qu'on a une certaine pression donc, et qu'il faut qu'on trouve l'auteur. C'est quand même un peu inquiétant. Par rapport à ce qui s'est passé l'année d'avant avec Mohamed Merah à Toulouse, est-ce que c'est du terrorisme ou pas? Est-ce que c'est du terrorisme à caractère islamique ou pas? On se pose la question. Il n'a pas crié à la Akbar, il n'y a rien eu de tout ça. Donc on se dit qu'on peut peut-être écarter ce mobile. Moi, c'est vraiment la demande, c'est de pas médiatiser l'histoire parce que à ce moment-là, on peut se dire que c'est un fou, que c'est un gag, que c'est peut-être un islamiste, que c'est un truand, que c'est... Enfin, on n'en sait rien. Voilà. Qui est l'auteur de ce geste fou? Pourquoi s'est-il attaqué à cette chaîne d'information en continu? Une nouvelle enquête commence pour les policiers parisiens, qui ne sont pas au bout de leur surprise. Jour 1, troisième heure d'enquête. Au commissariat du 14e arrondissement de Paris, les témoins de l'attaque sont entendus une nouvelle fois. Les gens qu'on a entendus, on les a ramenés au service et puis ils étaient très calmes. Moi, je me souviens avoir discuté avec le journaliste. J'avais dit, mais vous connaissez des ennemis? Vous avez peut-être dans votre vie privée, j'en sais rien, quelqu'un qui vous aurait menacé auparavant. Histoire un petit peu d'écarter quelque chose qui ne concerne pas BFM dans sa globalité, mais quelque chose qui concerne un journaliste en particulier. Et là, il nous dit, ben non, je ne connais pas d'ennemis, j'ai une vie normale, j'ai pas été menacé, donc je comprends pas du tout. C'est effrayant et à la fois, moi, sur le moment, je ne réalise pas ce qui se passe parce que il est tôt, parce que j'écoute la radio, parce que j'ai la tête ailleurs, forcément. Voilà, enfin, alors, ça peut paraître étonnant de dire ça, mais évidemment qu'on ne s'attend jamais à ce que ça vous arrive une fois dans votre vie. Et pourtant, voilà, c'est ce qui arrive. Le temps presse. Pris identifier le suspect. On sait un peu à quoi il ressemble parce qu'on a vu les images à la vidéosurveillance de BFM TV, mais ça ne nous dit pas qui c'est. Ça ne nous dit pas comment il a fait pour venir et comment il a fait pour repartir. Est-ce qu'il a une voiture? Est-ce qu'il a un complice qui l'attendait à l'extérieur? Comment il a fait pour arriver? Tout ça, on ne sait pas. Au même moment, Patrick Ivars reçoit une information cruciale. L'assaillant a été aperçu sur des images provenant de la RATP. Il y a des arrêts de tramway juste en face. Et là, on s'aperçoit, avec les caméras de la RATP, on s'aperçoit que le type, on voit à un moment donné qu'il est assis sur un arrêt d'autobus. Il doit être quelque chose comme 6h41 du matin. Donc peut-être 1 heure avant qu'il intervienne. Et on le voit attendre. Il est là, il attend. C'est pas banal. Mais d'un autre côté, ça nous confirme dans l'idée qu'il n'est pas intervenu au hasard à BFM. C'était vraiment là où il voulait aller.
Alors ce que voient en fait les enquêteurs sur les images de vidéosurveillance, c'est l'individu qui rentre dans les locaux de BFM à très exactement 7h, 1 minute et 34 secondes et il repart en courant à 7h, 1 minute et 53 secondes. La scène dure en fait 19 secondes. Malgré la présence de nombreuses caméras de vidéosurveillance à proximité des locaux de BFM TV, il est pour l'heure impossible de déterminer dans quelle direction l'homme est parti après avoir tiré. Il y a des caméras un peu partout, mais Paris et l'agglomération, c'est plusieurs millions d'habitants. Et par jour, il y a je ne sais pas combien de personnes qui transitent par Paris. Donc c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Est-ce qu'il est parti vers Paris? Est-ce qu'il est parti au contraire vers la banlieue, vers ici les Moulineaux? On ne sait pas du tout. Est-ce qu'il a pris une voiture? Est-ce qu'il va s'engouffrer dans une bouche de métro? On ne sait pas du tout. La photo de l'agresseur est diffusée à tous les services de police parisiens. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'informer les autres services de police par le biais de télégrammes pour leur dire « Eh les gars, on est saisi d'une enquête avec un type qui a tel signalement. Si vous avez quelque chose qui peut ressembler à ce signalement-là ou si vous avez une info qui peut se rapporter à notre enquête, ça nous intéresse, vous prenez contact avec nous. » C'est alors que les enquêteurs vont connaître une déception qui va considérablement compliquer leur travail. Jour 2, 27e heure d'enquête. Le laboratoire technique et scientifique vient de rendre les résultats des analyses ADN des cartouches retrouvées sur la scène de crime. Des résultats non concluants. Quand on a récupéré des munitions, en fait, au lieu d'être préservées au sol sans que personne ne les touche, elles avaient déjà été récupérées et puis les cartouches avaient été polluées par les gens qui les avaient prises à la main, ce qui fait qu'on n'avait plus vraiment d'ADN fiable. Ça ne nous a pas permis de trouver de traces génétiques exploitables sur les cartouches de BFM. L'analyse balistique établit que l'arme utilisée par le tireur est un fusil à pompe dont le canon a été scié. Malheureusement, comme on identifie rapidement qu'il s'agit d'un fusil à pompe, eu égard à la réglementation en vigueur en France, on sait que c'est une arme malheureusement que l'on peut trouver assez facilement. Le problème du fusil à pompe, c'est qu'en fait c'est une arme trop répandue pour qu'on puisse identifier son propriétaire. Donc malheureusement, ce n'est pas l'arme qui permettra de remonter jusqu'au suspect. Pour l'instant, on est dans l'expectative. On fait tout ce qu'on sait faire, on déroule notre enquête. C'est un petit peu comme si on lançait un filet de pêche à la mer, on voit ce qu'on ramène, quoi. Les policiers parisiens ne le savent pas, mais alors qu'ils poursuivent leurs investigations, leur homme prépare minutieusement sa prochaine attaque. Lundi 18 novembre 2013, jour 4, 74e heure d'enquête. Bonjour à tous. Des tirs ce matin dans le hall du journal Libération à Paris. Un homme armé a fait éruption dans les locaux du quotidien. Il est un peu plus de 10 heures du matin. Une fusillade vient d'éclater dans les locaux du journal Libération dans le centre de la capitale. Cette fois, ce sont les policiers de la crime qui sont saisis et envoyés immédiatement sur place. Quand on se transporte sur une scène de crime, sur le chemin, on pense à rien. On commence à se concentrer pour se préparer à ce qu'on va trouver sur place, parce qu'il y a quand même toujours l'émotion de se retrouver face à une personne qui est potentiellement décédée. À son arrivée, le policier entend François Sergent. Le directeur adjoint de la rédaction est encore sous le choc de ce qu'il a vécu quelques minutes plus tôt. Le comité est à 10h tous les matins au journal. Ça dure parfois 20-30 minutes. Celui-là est assez bref. À la fin du comité, j'ai une course à faire, donc je prends l'ascenseur du journal et l'ascenseur tombe juste sur la réception de Libération. Et je vois très rapidement Lionel, qui est quelqu'un des services généraux, qui était à genoux à côté de quelqu'un qui était couché dans l'entrée. Et Lionel me dit « Casse-toi, casse-toi, il y a eu un attentat, on nous a tiré dessus, on ne sait pas où est le tueur ». L'assistant photographe, César, qui est apparemment de dos, d'après ce qu'on a reconstitué après, et le terroriste, en fait, appelons-le pas parce qu'il est, lui a tiré dessus. César, un photographe qui travaille pour la première fois pour le quotidien Libération, est grièvement blessé. Il a reçu 2 coups de fusil. César avait été grièvement blessé, il perdait du sang, tout ça. Je vois aussi les gens de l'accueil, mais tout est très confus à ce moment-là. Prévenu, les secours arrivent quelques secondes plus tard. Évidemment, on était quand même tétanisé, sidéré par ce que j'ai vu. Et puis, à ce moment-là, très vite, la police arrive. Donc là, on suspend évidemment la production du journal.
Quand on arrive, on comprend, au vu des premiers témoignages recueillis, qu'il y a eu donc 2 coups de feu de tirés, un coup de feu vers la victime qui est touchée au thorax, et un deuxième coup de feu un peu plus éloigné des ascenseurs, dont on retrouvera en fait les impacts au niveau donc du mur d'accueil. Et une 3e cartouche serait de type différent, sera retrouvée au sol. La victime est conduite de toute urgence à la Pitié-Salpêtrière. Son pronostic vital est engagé, mais il est conscient. La nouvelle de l'attentat se propage rapidement. Pour Patrick Ivars, il n'y a pas de doute. Le tireur de BFM est celui qui vient de passer à l'acte, au siège du journal Libération. On se dit que c'est lui parce que c'est le même mode opératoire, c'est un organe de presse, il a un fusil à pompe, et cette fois-ci, il fait moins d'erreurs de manipulation et il tire sur un journaliste qui manque de tuer. C'est-à-dire qu'un individu qui rentre dans le hall d'une rédaction avec un fusil et qui essaie de tirer, à BFM TV, ça n'a pas fonctionné, à Libération, ça a fonctionné, et là, il y a un blessé, et évidemment que tout le monde fait le lien très rapidement entre les 2 histoires. Cet homme devient l'homme le plus recherché à ce moment-là parce que on ne sait pas qui il est, on ne connaît pas ses motivations, et puis il est en fuite. Et donc, potentiellement, il peut tirer ailleurs sur d'autres personnes. Face à tant d'éléments similaires, le parquet décide de lier les 2 dossiers. C'est le parquet droit commun qui va décider de superviser donc la suite des investigations. Il y a toujours la saisine de la brigade criminelle qui est décidée dans la mesure où l'ensemble de la brigade, en accord avec et notre directeur et notre chef de service, peut être engagé sur cette affaire. C'est la déception pour le commissaire Ivars et ses hommes du 3e district, qui sont donc dessaisis du dossier. La déception, c'est de se dire mince, on va être dessaisi d'une enquête, c'est dommage parce qu'on s'est investi, on a fait quand même pas mal de boulot. Le petit soulagement, c'est de se dire bon courage les gars de la crime parce que maintenant la pression c'est pour vous. Là, on comprend qu'on doit rechercher une personne qui a déjà agi 2 fois. On se rend compte qu'on va être sur une enquête où déjà l'auteur peut recommencer. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un 3e épisode. Jour 4, 75e heure d'enquête. Moins d'1 heure après ce nouvel attentat, les techniciens de scène de crime de l'identité judiciaire arrivent sur les lieux. Les douilles laissées par le tireur sont au cœur des investigations. Ce qui se passe, c'est que quand les enquêteurs arrivent dans le hall de la chaîne, ils vont découvrir 2 cartouches du fusil à pompe calibre 12 non percutées. En parallèle, les policiers de la crime doivent gérer une pression médiatique très forte. L'affaire fait déjà la une. Il y a une émotion énorme, le sentiment quelque part qu'on s'en prend à la liberté de la presse. Il y avait un vrai émoi qui était évident autour de cette agression dans des locaux d'un journal dans plein Paris. Une dizaine de personnalités politiques viennent témoigner leur soutien, parmi lesquelles le ministre de l'Intérieur. On a eu beaucoup de soutien, les hommes et les femmes politiques qui sont venus nous voir après. Passent tous. Il y a Manuel Valls, il faut une réunion dans le bureau de Nicolas Demorand avec nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est géré par notre hiérarchie. Et nous, à côté, en tant que techniciens, en tant que policiers, on essaie de se concentrer sur les traces indices que l'on peut relever sur la scène de crime. Notre vraie préoccupation, c'est de mettre fin à ces agissements, c'est-à-dire de l'arrêter. Et une nouvelle fois, c'est l'important réseau de vidéosurveillance présent dans la capitale qui va donner aux enquêteurs une piste à suivre. On va essayer, s'efforcer de faire une enquête de voisinage sérieuse pour relever les vidéos qui étaient tout autour de Libération, dans les vidéos de protection de la ville de Paris, que dans éventuellement des vidéos de boutiques qui nous permettraient d'avoir un cheminement. En fait, on le repère au niveau des vidéos sur le secteur de la rue des Cygnes. On le récupère à la vidéo à cet endroit-là. Après, on va le retrouver au niveau de la RATP, puisque l'on comprend que s'il est venu à pied, il n'a pu s'enfuir qu'à pied. Pendant qu'on est en train de faire les constatations à Libération, on apprend que des coups de feu viennent d'être tirés à la Société Générale, à la Défense. Il est un peu plus de 11h30. Le tireur vient de frapper à nouveau. Jour 4, 76e heure d'enquête. On vient de l'apprendre, des coups de feu devant le siège de la Société Générale à la Défense en fin de matinée. On n'en sait guère plus pour l'instant. On ne sait pas non plus s'il y a un lien avec ce qui s'est passé au journal Libération. Ce que les policiers parisiens craignaient le plus vient de se produire.
Le tireur est à nouveau passé à l'acte. Seulement, sa cible semble avoir changé. Après BFM TV et juste après Libération, on a des coups de feu qui sont tirés à la Société Générale, à la Défense. Et là, on se dit qu'on a un fou furieux qui est en liberté, qui fait un peu n'importe quoi, parce que 2 organes de presse, et puis après une banque. Il y aura 3 coups de feu tirés. Aucune victime n'est à déplorer. Seule la façade du siège de la Société Générale a été touchée. On écarte l'aspect terrorisme un peu structuré, un peu classique, entre guillemets. Et puis on se dit, au vu des éléments qu'on peut avoir, on ne connaît pas ce bonhomme-là, on ne sait pas qui c'est. Mais on se dit, ce gars-là, il va encore tuer quelqu'un, quoi. Donc il faut l'arrêter très vite. Il est capable de tirer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de munitions, il peut encore tuer du monde, quoi. La priorité est de comprendre le déroulement des faits. À quelle heure l'homme est-il arrivé sur le parvis de la Défense? Dans quelle direction est-il parti ensuite? Et une nouvelle fois, la vidéosurveillance va se révéler indispensable. Il a pris le métro et le RER pour se rendre sur le secteur de la Défense. Le suspect est arrivé à 11h38 exactement et il a grimpé les escaliers de la passerelle. Où là, toujours à la caméra, on verra qu'il va d'abord prendre un café. C'est un homme d'une 40aine d'années, de type européen, barbe de 3 jours, cheveux poivre et sel, les cheveux plutôt très courts. Quand il arrive en haut de l'escalator qu'il emprunte pour arriver à la tour Granit, il tire tout de suite un coup de feu. Cette première détonation, pour moi, de ce qui est vu à la vidéo, n'est pas la plus dangereuse. La plus dangereuse est la seconde, puisque la seconde, il braque son arme sur les personnes qui sont en train de s'enfuir et d'essayer de rentrer dans la tour Granit. Il s'enfuit juste après ces 2 coups de feu. Un 3e coup de feu va être tiré vers le sol. Pour nous, c'est plus un tir accidentel. Là, on se dit qu'il y a un réel danger. Tout peut arriver n'importe quand, n'importe où. Il faut vite interpeller ce bonhomme, quoi. Face à ce tireur anonyme qui rôde, la France entière plonge dans la psychose. La psychose, elle était entretenue par les chaînes de télé en continu. Et donc, je me souviens des images où on voyait, il y avait une interruption de trafic sur une ligne de métro. On se disait que peut-être il y avait quelqu'un qu'on recherchait qui était là, ce qui était parfois pas vrai d'ailleurs. Et donc, il y avait un reportage quasiment en direct avec un envoyé spécial. Il y avait cette émotion, cet émoi qui montait dans l'opinion publique, avec la traque de quelqu'un qui avait tiré en plein Paris. Voilà. Et pour une raison qu'on ne pouvait pas expliquer, d'ailleurs, à ce moment-là. Les gens, ils regardent la télévision, ils savent ce qui se passe, ils se disent, mince, je peux croiser cet individu-là, je peux me faire tuer, ma famille peut croiser aussi ce cinglé. Des mesures exceptionnelles sont mises en place par le ministère de l'Intérieur. Je me souviens à l'époque, sur une chaîne de radio, que M. Valls est ministre de l'Intérieur. Son nom est évoqué pour devenir Premier ministre. Et je me souviens d'une commentatrice donc, sur cette chaîne de radio disant « Le destin du ministre de l'Intérieur est entre les mains des enquêteurs ». Et c'est vrai que quand j'entends cette phrase, je me dis que oui, on va avoir beaucoup de pression. Le ministre de l'Intérieur a décidé qu'il y ait mesure de protection tant que la personne, évidemment, n'était pas identifiée et interpellée. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de police de mettre en place des mesures de surveillance particulières des organes de presse. Ça a été fait dans les heures qui suivaient. En tant que journaliste, je me souviens moi-même de la voiture de police devant ma rédaction. C'était inhabituel, ça créait quand même une atmosphère étrange pour travailler. On se demandait tous un petit peu qui allait être la prochaine cible du tireur. Compte tenu de la nécessité d'assurer pendant les heures d'ouverture qui sont parfois 24/7, ça représente plusieurs centaines de policiers. Pour renforcer son dispositif, la police judiciaire de Paris mobilise la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. À sa tête, Michel Faury. On a effectivement, alors H24, on a des équipes prêtes effectivement à bouger pour exploiter toute l'information, de jour comme de nuit, en appui de la brigade criminelle. Donc cette 50aine de policiers peut être déployée en ultra-urgence pour effectuer une mission de surveillance et filature sur le terrain et d'interpellation, mais peut poursuivre également jusqu'à un domicile si c'est nécessaire pour pénétrer à l'intérieur et interpeller les individus. Alors que le ministère prend des mesures draconiennes pour protéger les potentielles cibles du tireur, un appel téléphonique va venir bouleverser toutes les investigations. Jour 4, 77e heure d'enquête. Il est un peu moins de 13 heures quand le standard de la police nationale est contacté par un homme.
La voix tremblante, il explique qu'il a été pris en otage par le fugitif. Il raconte qu'il était à Puteaux, donc c'est vraiment juste derrière le quartier de la Défense, quand un homme a arrêté sa voiture. Ce qu'il a remarqué tout de suite, c'est qu'il avait un fusil. Et là, l'homme lui a dit s'appeler Abdel, qu'il venait en fait de s'échapper de la prison de Nanterre grâce à un transfert à l'hôpital. Il va, sous la menace, monter dans la voiture pour se faire ramener sur les Champs-Élysées. L'automobiliste raconte que le trajet s'est somme toute plutôt bien passé, même si l'homme prenait bien soin d'exhiber son arme pour lui rappeler quand même que voilà, il pouvait tirer à tout moment et qu'il répétait un petit peu à l'envi qu'il n'avait rien à perdre. L'automobiliste nous parlera d'une grenade qui est exhibée par l'individu qui se présente comme une personne venant de sortir de prison pour impressionner la victime et puis donc voilà, lui permettre de lui faire faire ce qu'il lui ordonne. L'automobiliste raconte également aux enquêteurs que le suspect a changé de vêtements dans la voiture, et tout ça bien sûr pour éviter de se faire repérer. Finalement, après une vingtaine de minutes environ de trajet, il va le déposer au rond-point des Champs-Élysées, et à ce moment-là, l'homme sort de la voiture, non sans lui intimer une dernière fois l'ordre de ne pas prévenir la police, parce que, dit-il, il est du milieu, il saura évidemment le retrouver. Cette prise d'otage est une aubaine pour l'enquête. Alors qu'il est relâché, l'otage va raconter aux enquêteurs que le suspect ne portait pas de gants et en fait qu'il mettait ses mains un peu partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule. Ça va être un moyen de l'identifier assez rapidement. La voiture est immédiatement passée au crible par une équipe de techniciens en scène de crime. L'objectif, déceler l'empreinte génétique du tireur fou. En parallèle, le directeur de la police judiciaire parisienne, Christian Flech, veut resserrer l'étau autour du suspect en utilisant la pression médiatique. J'ai proposé au procureur de la République qu'on canalise ça en prenant les devants et en diffusant nous-mêmes les éléments d'enquête qu'on pouvait avoir en termes de photos. Le feu vert est donné, les enquêteurs vont donc tirer des photos issues de la vidéosurveillance. Il se trouve que ces photos sont plutôt très nettes et que le fugitif est facilement reconnaissable. Il y a eu un point presse qui a été fait par le procureur de la République au moment où il a accepté qu'on diffuse les photos pour qu'on sollicite les signalements. Tous ces médias avaient la possibilité de diffuser, s'ils le souhaitaient, le numéro de téléphone ou le mail. Et donc, les personnes qui pensaient pouvoir nous aider en nous fournissant tel ou tel élément qui nous permettait à la fois d'identifier et ensuite d'arrêter la personne en question. C'est du jamais vu. Les enquêteurs vont recevoir quelques 400 appels, dont 120 vont être jugés pertinents. Pour autant, il faut tout vérifier, donc c'est vraiment un travail colossal. Et donc à ce moment-là, il y a effectivement constitution d'une cellule de crise, comme on travaille habituellement. Travail de la brigade criminelle donc en atelier, avec ce travail qui est fait par filière métier, on va dire, voilà, par métier. Donc un service de plus de 100 personnes qui va investiguer. Donc ça va très très vite, ça pulse. Où est le tireur? Quel est désormais son plan? Quelles seront ses prochaines cibles? Tous les enquêteurs mobilisés n'ont qu'une idée, le retrouver au plus vite et le neutraliser. Mardi 19 novembre 2013, jour 5, 94e heure d'enquête. Il est 7 heures à la crime, où les analyses ADN effectuées dans la voiture viennent de tomber. On a un ADN que l'on retrouve sur plusieurs points du véhicule de la personne qui est prise en otage pour quitter le secteur de la Défense. Les prélèvements effectués sur les autres scènes de crime ne donnent rien, des empreintes ont été trouvées, un ADN a même été isolé, mais ça ne matche toujours pas. Et là, malheureusement, l'ADN du suspect n'est pas entré au FNAEG, ce qui peut signifier soit qu'il n'a jamais eu maille à partir avec la police ou la justice, soit qu'il a échappé, on ne sait comment, à une comparaison d'empreintes. On compte plus sur des aspects techniques, comme la police technique et scientifique, les appels à témoins, la vidéo, pour essayer de voir où est-ce que l'individu a fait une erreur pour pouvoir l'identifier et l'interpeller. Au terme de 5 jours de traque, le tireur court toujours. Malgré un dispositif exceptionnel mis en place, les enquêteurs n'ont aucun indice permettant de remonter jusqu'à lui, ni aucun élément permettant de comprendre ses motivations. Pourquoi BFM TV? Pourquoi un matin comme ça? Pourquoi ensuite Libération? Pourquoi la Défense? Quelle est l'explication? Quel est le mobile, si on peut dire? Et surtout, quelle est son intention? Quel est son dessein? Jour 6, 129e heure d'enquête.
La nuit est déjà tombée sur la crime quand les policiers apprennent que l'appel à témoins, lancé 2 jours plus tôt, porte enfin ses fruits. Un homme se présente au commissariat de Courbevoie. Il dit qu'il a des informations importantes à transmettre sur l'affaire du tireur de Libération. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il dit connaître personnellement le tireur. Il se présente et dit, voilà, moi je connais ce type-là, enfin je le reconnais sur les vidéos, c'est quelqu'un que je fréquente. La personne que vous recherchez, c'est quelqu'un qui l'héberge et cette personne est dans un parking et peut-être en train de se suicider. Selon cet homme prénommé Sébastien, l'homme le plus recherché de France s'appelle Abdelhakim Dekar. Alors, il dit qu'il a 48 ans, qu'ils se connaissent depuis une quinzaine d'années. Ils se sont rencontrés à Londres en 99, qu'il est plutôt politisé à l'extrême gauche, très investi dans cette cause. Il raconte que voilà, Dekar, il avait divorcé de sa femme, il venait de perdre son emploi, donc il avait bien vu que son ami sombrait un petit peu. Alors, pour l'aider, il l'a hébergé. Alors qu'il héberge son ami, Sébastien part quelques jours en vacances. Et c'est là qu'à son retour, il retrouve Dekar au plus mal. Il tient un peu des propos incohérents, il est très agité. Et là, Dekar lui raconte tout ce qu'il vient de faire. Là, Sébastien lui dit quand même, bon, voilà, tu peux pas rester là. Écoute, je vais te trouver un point de chute. Ma sœur a une voiture dans un parking à Bois-Colombes. Je vais te déposer là-bas. Et puis, au moins, t'auras un abri. Le problème, c'est qu'en rentrant chez lui, là, il va voir la photo de son ami partout. Il va prendre conscience que ce qu'il lui a dit est vrai. Et il va lui falloir encore quelques jours de réflexion avant d'aller le dénoncer. Et là, il explique donc que Dekar, en fait, se trouve dans une voiture, dans un parking à Bois-Colombes, dans une Clio, en fait, de couleur grise. Et il donne l'emplacement dans le parking pour qu'il puisse aller le déloger. On a un véhicule. Et surtout, il nous donne une adresse en disant je pense que ce véhicule est stationné dans un parking souterrain. L'information est transmise à Michel Faury, qui la juge plus que crédible. Il décide d'aller interpeller le suspect immédiatement. L'information paraissant bonne, vraiment intéressante, je vais me transporter sur place. Il est important d'avoir une autorité. À la BRI, le chef ou l'adjoint vont très régulièrement sur le terrain. La BRI pour Brigade de recherche et d'intervention, donc comme son nom l'indique, l'objectif va être de rechercher le suspect et de procéder à son interpellation dans les meilleures conditions possibles. Les policiers de la crime sont-ils sur la bonne piste? Leur homme est-il celui décrit par le témoin? Jour 6, 130e heure d'enquête. Il est 18h45 lorsque les enquêteurs pénètrent dans ce parking de Bois-Colombes, en banlieue parisienne. La pression est immense pour tous les policiers présents sur place. Lorsque j'arrive sur place, je progresse avec la colonne de la BRI. On voit d'abord ce véhicule qui correspond effectivement au véhicule, l'immatriculation donnée par le témoin, la couleur, le modèle, c'est une Clio. Ça colle donc parfaitement avec les informations données par le témoin. Donc c'est la BRI qui intervient, mais avec toutes les mesures de précaution utiles, comme en plus la victime qui a dû l'emmener entre la Défense et Paris nous a parlé d'une grenade, on est très méfiant. Y a-t-il un risque de piégeage dans ce véhicule? Et donc on va devoir lever le doute, donc accompagné de personnes du laboratoire, on va devoir s'assurer qu'il n'y a pas de piège dans le véhicule avant de pouvoir pénétrer. Sur la banquette arrière, un homme semble être en train de dormir. À l'arrière du véhicule, il y a un homme inconscient, forte corpulence, crâne rasé, il dort sur le ventre, main dissimulée, ce qui nous conduit évidemment à un point de vigilance. Il semble dormir, effectivement, il semble dormir sur un oreiller. Voilà, donc c'est vraiment ce que l'on voit en arrivant. Il est 18h55 quand la portière du véhicule est ouverte par les hommes de la BRI. Un assaut qui ne réveille absolument pas le suspect, qui demeure inerte. La présence effectivement de nombreux médicaments à côté de lui et son état en fait de semi-conscience, voire même carrément d'inconscience, laisse à penser qu'effectivement il a pris une quantité importante de médicaments dans l'idée de mettre fin à ses jours. Monsieur Dekar est semi-inconscient, donc on va se relayer à plusieurs pour essayer de le maintenir éveillé le temps que SAMU arrive.
Lorsqu'il est interpellé, il est au sol, menotté, il est palpé, évidemment, le véhicule est fouillé et au même moment, des questions lui sont posées. Alors il faut le maintenir conscient, ne serait-ce que pour sa sécurité. Donc on lui parle et on lui demande de nous parler pour évaluer son état de santé. On lui prélève son ADN et évidemment là, il y a une comparaison en urgence qui est nécessaire entre l'ADN de cette personne et les ADN qui ont été retrouvés ailleurs sur cette affaire. Le chef de la crime en est conscient. Ces résultats ADN pourraient bien être déterminants pour la suite de l'enquête. La vérité, c'était que l'ADN match, comme on dit. Donc je me souviens, j'ai appelé la directrice du laboratoire et je lui ai dit, franchement, ce serait bien que ça puisse être fait le plus vite possible. Bien que diminué, le suspect est placé en garde à vue et emmené à l'Hôtel-Dieu à Paris. Son véhicule est ensuite au cœur des investigations. Là, on va pouvoir récupérer une paire de lunettes qui correspond aux lunettes portées sur le cheminement. On a pu constater le jour des faits. Les enquêteurs découvrent une enveloppe avec la mention manuscrite en cas de décès. Ce courrier comprend 2 feuillets datés du 11 novembre 2013 où Abdelhakim Dekar sépare de ses dernières volontés. Mais aucune arme n'est retrouvée dans la voiture. Est-il alors possible que les enquêteurs fassent fausse route? Jour 7, 136e heure d'enquête. Minuit dans les locaux de la crime. Alors que le suspect est toujours hospitalisé, les résultats des analyses ADN tombent. Les conclusions sont sans appel. L'ADN de Dekar, on le retrouve sur une cartouche non percutée de Marc Brenneck qui a été prélevée au siège de Libération. On le retrouve sur des cartouches tirées à la Défense. Et on retrouve aussi ses empreintes dans la voiture de l'automobiliste qu'il a pris en otage. Quand on sait que c'est Dekar qui est l'auteur de ces coups de feu, de ces tentatives d'homicide, forcément on cherche un petit peu le palmarès du bonhomme et ça nous ramène à 1994, à l'impôt les plus anciens, on s'en souvient. En 1994, une fusillade éclate au bois de Vincennes et a provoqué la mort de 3 policiers, d'un chauffeur de taxi et du mis en cause Audrey Maupin. Florence Ray, sa compagne, a été jugée et condamnée. En octobre 1994, Florence Ray, 19 ans, et Audrey Maupin, 22 ans, braquent la préfourrière de Pantin en Seine-Saint-Denis pour récupérer des armes en vue de commettre des braquages. Plusieurs fusillades vont s'en suivre, avec un bilan terrible de 5 morts, 3 policiers, le chauffeur de taxi et l'un des assaillants, Audrey Maupin. Dans cette affaire, Abdelhakim Dekar a été condamné à 4 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il a été condamné par la justice pour avoir fourni un fusil au couple. Cette personne-là était connue de la police, mais n'était pas dans le fichier des empreintes génétiques, puisque lorsqu'elle a été connue de la police, le fichier n'était pas encore créé. Le FNEG a été mis en place surtout suite à l'affaire Guy Georges. C'est un outil pour nous, enquêteurs, qui est maintenant est un outil essentiel. Alors que la pression est toujours à son comble, les policiers reçoivent la visite du ministre de l'Intérieur. Le préfet me dit, le ministre m'a dit, donc le ministre était Manuel Valls, le ministre m'a dit, quelle que soit l'heure, si la comparaison est positive, je viendrai voir les enquêteurs. Et effectivement, M. Valls passera durant la nuit pour faire une conférence de presse au sein du 36, mais également ensuite pour passer un petit moment avec nous pour discuter de l'enquête, de notre travail et aussi pour nous remercier pour le travail qui a été fait. À ce stade, les investigations ne sont pas encore terminées. Dès qu'Abdelhakim Dekar ira mieux, il sera entendu et devra s'expliquer sur ses motivations. Jeudi 21 novembre 2013, jour 7, 152e heure d'enquête. Cela fait déjà 22 heures que le suspect a été interpellé et il peut enfin être interrogé. L'urgence pour les enquêteurs est d'établir le mobile des fusillades. Mais Abdelhakim Dekar ne coopère absolument pas et dément même toute implication. Au début de la garde à vue, il aura effectivement tendance à dire qu'il ne comprend pas pourquoi il est en garde à vue. Dekar ne reconnaît absolument pas les faits. Il se dit totalement incapable d'avoir commis des actes aussi violents. Abdelhakim Dekar, au début de sa garde à vue, conformément au droit de tout garder à vue, peut demander à ce qu'une personne de sa famille soit prévenue. Donc Abdelhakim Dekar demandera à ce qu'un de ses frères soit prévenu de sa garde à vue. Nous arriverons à contacter ce frère qui en fait nous dira qu'il ne veut absolument pas entendre parler de cette enquête. Et de son frère également. À partir de cet instant, Abdelhakim Dekar se mure dans le silence.
Il ne reste alors que 24 heures aux policiers de la crime pour déterminer les motivations du suspect. Pourquoi s'en être pris à des journalistes et au siège d'une banque? Voulait-il faire davantage de victimes? Mais une nouvelle fois, l'homme joue la montre. Cette garde à vue en toute objectivité n'apportera rien, dans la mesure où Abdelhakim Descartes fera toujours valoir ou son droit à ne pas répondre aux questions, ou invoquera toujours des trous de mémoire suite à l'absorption médicamenteuse. Maintenant, dans cette enquête, ce n'était vraiment pas le plus important, dans la mesure où on avait déjà toutes les investigations qui nous permettaient d'arriver objectivement à Abdelhakim Descartes comme étant l'auteur des faits. Ce qu'Abdelhakim Descartes ne sait pas, c'est que dans le bureau voisin, Sébastien est entendu. Celui qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui vient apporter des documents qui pourraient permettre, enfin, de comprendre le mobile. Ces documents, ils en disent long en fait sur l'esprit de Descartes. Ils sont empreints d'une logorée anarchique. On sent un esprit quand même pour le moins perturbé. Et il y a notamment un document en français qui est intitulé « Ce tract est gratuit et ne sert à rien » et qui se termine par « Automne 2013, en plein territoire ennemi ». Voilà l'état d'esprit de Descartes au moment où il décide de s'en prendre aux entreprises de presse, aux banques, etc. Il se sent en guerre contre le pouvoir médiatique, le pouvoir financier, etc. etc. C'était un mobile puisqu'il avait fait une espèce de manifeste là. Donc c'était un mobile qui se voulait politique. Il est certain qu'en termes de mobile, on peut penser donc à la haine du système capitaliste de manière générale, du rôle des médias dans le système. À l'issue de sa garde à vue, Abdelhakim Descartes est présenté au juge d'instruction. Il est mis en examen pour tentative d'assassinat en récidive légale. 7 jours auront été nécessaires aux policiers parisiens pour remonter la piste du tireur fou. Une course contre la montre qui a marqué les esprits. Quand on est directeur de la police judiciaire, il y a des pressions en permanence. Voilà. Là, c'était une affaire qui avait une pression particulière dans la mesure où c'était la vie quotidienne des Parisiens qui était en jeu. C'est-à-dire que là, c'était... N'importe qui pouvait être une cible dans la rue. Le sentiment qu'on a après cette affaire, pour tous les enquêteurs, ça a d'abord été un sentiment de soulagement. C'est un succès. Les faits commencent le 15, s'accélèrent le 18 et il est donc interpellé le 20. Donc plutôt un bon souvenir d'une enquête à forte pression à tout point de vue. La traque du tireur a profondément modifié la façon de travailler de la crime. À cette période, en novembre 2013, on va mettre en place finalement au niveau de la brigade criminelle ce qui nous servira pour tous les attentats ou faits graves que l'on connaîtra par la suite, c'est-à-dire une organisation où l'ensemble de la brigade travaille ensemble et non pas simplement un groupe. C'est ce qui va nous servir un petit peu de base de travail pour tous les événements malheureux qu'on connaîtra sur notre sort de compétences parisien dans les années qui suivront. C'est une affaire parmi d'autres, avec un peu plus de pression que d'habitude, mais c'est le souvenir que j'en ai, très honnêtement, il était un petit peu effacé parce que là, on est en 2013 et puis 2 ans plus tard, on va avoir les attentats de Charlie Hebdo. Ouais, puis le 13 novembre. Excusez-moi. En fait, Descartes, c'était pas grand-chose par rapport à ce qu'on a vécu en 2015, quoi. Descartes, on se rend compte qu'il est tout seul. Et puis on se rend compte que c'est un... comment dire, j'allais dire un baltringue. Heureusement. Et puis 2 ans plus tard, là on a l'horreur. On a l'horreur totale, quoi. On a l'enfer. Abdelhakim Descartes est condamné par la cour d'assises de Paris pour tentative d'assassinat et séquestration. Il écope de 25 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des 2/3. Cette peine sera confirmée en 2018 par les assises de l'Essonne. Grièvement blessé au thorax, le photographe de Libération séjournera 2 semaines à l'hôpital, puis effectuera une longue convalescence. Il garde aujourd'hui des séquelles physiques et psychologiques.